Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, le premier podcast 2024. Beaucoup de choses, ou pas. Pour ce premier podcast, puisque nous allons traiter des récits Urban Comics, donc estampillé Batman, sorti au mois de décembre 2023. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. 2 seuls récits vont être traités dans ce podcast, mais malgré tout, on a quand même réuni une belle équipe, puisque je suis accompagné de 2 membres de la team Batman Legend, avec Benoît. Salut et bonne année à tous. Et bonne année Benoît, mais également Siegfried. Coucou tout le monde. Salut Siegfried. Et un invité, il est là, il est tout frais, il est tout fringant. C'est la première fois qu'il fait son apparition dans nos podcasts. Salut Morgan. Salut tout le monde et bonne année. Bonne année à toi également. Alors, vu que c'est ta première apparition, peux-tu te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Où est-ce qu'on peut te retrouver, par exemple? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu es là? Où tu D'accord, habites, très la bien. taille de ton sexe, etc. Non. Bon, du coup, je suis là pour une raison bien simple, c'est que je suis un gros fan de DC, comme je pense vous aussi. Et du coup, moi, je suis guitariste professionnel, guitariste métal. Donc, on peut me retrouver sur la plupart des réseaux. Donc, mon nom est Morgan Maelstrom. Donc, on peut me retrouver, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou TikTok, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, j'aime lier la musique métal et la pop culture. Donc, je joue beaucoup là-dessus. Et du coup, j'essaie soit de faire des compositions originales inspirées de thèmes de pop culture, soit du coup prendre des chansons qui pourraient s'adapter à des personnages de pop culture et d'en faire des vidéos liées. Voilà. D'accord, cool. Ah, très bien. Ouais. Donc, vous voyez la pertinence de notre invité ce soir. Et on va pouvoir enchaîner directement avec le premier récit pour débuter cette année 2024. Et d'ailleurs, ça a bien fait, Benoît, de souhaiter la bonne année. Et je vais le faire également à nos auditeurs ou viewers sur YouTube. Bonne année à tous et surtout beaucoup de Batman. Donc, mais de qualité, s'il vous plaît. Du coup, ça nous arrangerait pour les podcasts. On va enchaîner avec ce premier récit qui sera donc consacré, on parlait de qualité, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, je connais un peu vos avis messieurs, mais on va enchaîner avec ce premier premier récit, DC Vampires tome 3, qui est paru chez Urban Comics, et du coup, parole à notre invité pour venir nous présenter ce récit. Qu'as-tu pensé, Morgan, de ce DC Vampires tome 3? Alors, déjà, je tenais à préciser dans un premier temps que déjà, ça vient clôturer plusieurs arcs finalement actuels. Donc, c'est ce qui était déjà intéressant, c'est que ça donnait un peu une première fin d'histoire parce que ça clôturait, du coup, si je dis pas de bêtises, les DC versus Vampires, mais aussi les All Out War. Du coup, donc ça venait clôturer tout ça avant, du coup, de partir sur le nouvel arc qui arrivera cette année, du coup. J'ai trouvé ça, on va dire, intéressant, même si c'est assez plat. J'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques longueurs dans le sens où toute la partie pour ramener Supergirl pour qu'elle on va dire, enlève la fameuse tempête, on va dire, qui cache le soleil. J'ai trouvé que c'était un peu longuet pour y arriver, que c'était un peu mou. On a repéré, enfin, je pense que vous avez vu aussi qu'il y avait toute une réflexion aussi qui était portée sur le côté végétarien. Je pense que vous l'avez constaté à la fin avec la discussion entre Nightwing et du coup Batgirl, du coup qui discutent du coup en quoi les vampires sont différents des humains alors qu'en soi ils font la même chose. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un point assez intéressant. Mais après, le scénario est assez basique dans le sens, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que le petit twist à la fin était intéressant. Moi, j'ai bien aimé le petit twist, je m'y attendais pas personnellement. Ouais, alors pas de spoil, allez-y doucement, je préviens. C'est pour ça que je dis pas plus. Ouais, tu as raison. Je crois que tu allais intervenir, voilà. Benoît, peut-être, non? Non. Ah non, ok, je t'ai vu, j'ai cru. Tu m'as fait une feinte. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire rajouter pour l'instant en tout cas, donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ouais, vas-y, du coup, Benoît, vas-y, j'allais faire une passe décisive sans le savoir. Vas-y. DC Vampire. Donc, je sais que tu aimes beaucoup cette série. Voilà. D'ailleurs, tu m'as promis une review des 3 tomes. Exactement. Et donc, j'attends ça avec impatience. Je suis en train de l'écrire, faire une review de l'ensemble de cette magnifique saga. D'ailleurs, j'ai 3 tomes à vendre.
si vous êtes intéressé en cette nouvelle année. Non, alors Bah, pour essaie être de bien le vendre sérieux alors. ouais, c'est ça, pour être sérieux et se recentrer sur l'histoire en elle-même, je suis d'accord avec ce qu'avait dit Siegfried il y a plusieurs épisodes, quand on avait commencé à parler du premier, du deuxième. J'étais pas autant, on va dire, en colère contre le truc, mais alors là, ce tome-là, ça m'a passé à un niveau assez important, puisque c'est vrai Ah mince. qu'avant, non mais on était sur le fait que certains personnages n'étaient pas vraiment caractérisés, c'était pas vraiment eux. Mais bon, on avait encore quand même quelques petites touches, ça pouvait passer. Mais alors là, on est parti dans du n'importe quoi. C'est personnellement, hein, je pense que Siegfried va être un petit peu d'accord quand même là-dessus. Mais on est parti très 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 loin des personnages. Et surtout la fin. Là, pour le coup, on est parti, mais sur une autre planète, carrément. Non, non, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ce qu'a fumé Tanyan the Four pour écrire ça. Et puis après, voilà, les dessins sont pas beaux. Enfin, pour moi, j'accroche vraiment pas. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Il y avait vraiment des fois, il y a eu des idées. Voilà, il y avait des bonnes idées, mais alors au niveau du dessin, je trouve que c'est bâclé, et au niveau de la mise en scène, de la mise en page, etc., c'est tout à revoir. C'est surtout cette histoire avec l'équipe de Deadshot, de Deathstroke, pardon. C'est illisible pour moi. C'est un supplice pour les yeux. Non, je pense que je vais vous faire une petite critique aux oignons. J'attends la critique sur le site, hein. Du coup, ça sera sur batmanlegend.com. Mais, Ok. mais effectivement, la petite review qui va arriver. Siegfried, je t'avoue que j'ai pas préparé l'alerte Siegfried pour ce soir. Non, tu as bien fait. Après, c'est pas le pire volume de la saga parce qu'elle a Ah, tu l'avantage vois, déjà. c'est ça qui est bien avec Siegfried, c'est quand tu es Pas parce toujours dans la qu'elle négativité, il arrive à adoucir les choses, alors que quand on est dans un peu de positivisme, il casse le truc. Il est toujours à contre-courant. Exactement. Bon, c'est aussi parce que c'est à l'avantage de ses défauts, c'est-à-dire qu'au moins c'est une fin de cycle, et en tant que fin de cycle, forcément l'intrigue est plus linéaire. Parce que comme on s'en doute, dans le premier tome, il s'agissait de l'invasion de la Terre par les vampires. Dans ce troisième tome, il s'agit donc de la contre-offensive de la résistance des super-héros. Et c'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle on avait moins aimé le deuxième tome, parce que le deuxième tome, forcément, c'était les débuts de la résistance et les premiers échecs de la résistance face à des vampires qui continuent de s'imposer. Donc forcément, c'était un peu plus confus, un peu plus brouillon, ça allait dans tous les sens. Là, au moins, on a une direction qui est claire et qui rend ça un peu plus lisible. On sait exactement ce que veulent les personnages, et ensuite davantage des groupes de résistance qui sont quand même plutôt bien identifiés cette fois, vers des objectifs qui sont relativement clairs, même si c'est un peu changeant. Enfin, globalement, voilà, ça reste plus lisible. J'ai aussi trouvé que par rapport aux critiques qu'on avait mis sur le deuxième tome, Otto Schmidt était quand même en meilleure forme. Autant on l'avait quand même trouvé très décevant sur le précédent. Autant là, notamment quand il travaille sur les ambiances rouge cendre, c'est quand même plutôt réussi. On le sent parfois fatigué, mais globalement, il y a quand même des moments où il parvient enfin à livrer des arrière-plans qui sont parfois plutôt impressionnants, quelques plans qui sont jolis. Les visages sont toujours un peu bâclés, mais globalement, il y a quand même un travail d'atmosphère qui, au moins, là, se ressent. Bon, après, dire que l'intrigue, que c'est lisible, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. L'intrigue n'est pas forcément plus intéressante pour autant. Ça reste un truc vraiment complètement lambda de super-héros qui vont lutter contre des vampires. Et encore, vampires, là, on a complètement oublié la notion de vampiresque. On a une espèce de petite interlude où on voit des vampires qui sont vaincus grâce à de l'eau bénite. Bon, donc effectivement, on imagine que c'est des vampires, mais sinon, à part ça, euh, à aucun moment on ne ressent ces vampires comme étant des vampires. Enfin, à part, tiens, ils ont des canines un peu plus longues. Et en fait, c'est un prétexte pour que des super-héros deviennent des super méchants, mais en étant toujours aussi intelligents, aussi lucides, mais en perdant juste leur moralité et toutes les caractéristiques qui en faisaient les super-héros qu'ils étaient. Enfin, ça n'a juste pas grand sens. Évidemment, ça a commencé avec Nightwing, qui était devenu le chef, le roi. Je crois que c'est le roi des vampires. Euh, Bon, on n'imagine évidemment pas du tout ce que la moralité de Dick viendrait faire en tant que roi des vampires. Effectivement, quand il devient un vampire, bah, il perd en fait juste complètement tout ce qui en faisait Dick, mais pour devenir une espèce de seigneur quelconque, méchant. Et c'est la même chose pour tous les personnages. Donc en fait, le côté vampiresque est complètement un prétexte, et c'est presque étonnant d'être passé par là, comme s'il ne parvenait rien à raconter de spécifique par rapport à des vampires, ce qui est un petit peu ironique quand même, quand on sait que, ben, DC Vampires évidemment, on entend le titre, on avait déjà parlé, on pense à la trilogie qui avait été faite, plus de 100 sur Batman contre Dracula notamment. Il y avait quand même tout un héritage, il y avait des choses à faire a priori, et bon, c'est quand même l'éditeur qui a fait les American Vampire. Donc avoir fait cette mythologie de vampiresque et faire quelque chose
qui à la fois ressemble tellement peu aux personnages de DC Comics et qui ressemble tellement peu aux vampires, c'est quand même un peu surprenant. Il y a plein de facilités, notamment quand ça arrange le scénario. Parfois, les héros sont emprisonnés. On ne sait pas trop pourquoi. Quand les vampires capturent l'un des héros, ils ne le mordent plus, alors que dans le premier épisode, ils les mordaient constamment. Ils ne les exécutent plus, mais ils les emprisonnent le temps qu'évidemment les super-héros se libèrent et profitent de la résistance. Donc bon, c'est Ils ont plus faim, des ils ont plus faim. voilà, mais Ils sont on repus. on voyait vraiment le contraste entre un premier volume où il fallait que ça aille très, très vite pour choquer le spectateur et un troisième volume où il faut surtout pas tuer les gens parce que, bah, il y a moins de héros, donc il faut que la résistance survive. Donc bah, voilà, tout à coup, les super vilains sont extrêmement conciliants, c'est vraiment voilà, ça accentue les faiblesses du scénario et le fait que forcément c'est beaucoup moins engageant aussi pour le spectatorat. Et comme le disait Benoît, effectivement, on a toujours ces séquences en noir et blanc et rouge qui sont un peu raté, moins peut-être que dans le précédent tome, parce que dans le précédent tome, vraiment, ce qu'on avait souligné avec insistance, c'était complètement illisible. Là, au moins, encore une fois, ça tourne autour de personnages qui sont un peu plus identifiés, donc c'est un peu mieux, mais on ne comprend juste pas, parce qu'il y a 3 ou 4 interludes qui sont dans ces couleurs-là, donc qui racontent des histoires différentes à chaque fois. On comprend pas trop pourquoi, en fait, différents dessinateurs ont ce même cahier des charges graphique de passer par, ce noir et blanc avec des teintes de rouge, alors même qu'ils racontent des choses totalement différentes avec des styles différents. Et parfois, ça n'a juste aucun sens. Enfin, par exemple, il y a une petite interlude de 4-5 pages sur, Poison Ivy, vampire, qui utilise ses pouvoirs vampiresques pour plus ou moins envahir, une ville et puis, en fait, on ne reparlera jamais d'Ivy dans la suite. Donc il y aura jamais de conclusion à cet arc-là. Donc quel est l'intérêt d'avoir des planches pour raconter ça, alors qu'en fait, ça n'a aucune incidence sur le reste? C'est un peu étonnant. De même, on a un interlude qui parle de l'équipe de The Authority, comment The Authority réagit par rapport aux vampires. Bon, ça, on sait juste que c'est un prétexte éditorial parce que DC essaie de forcer très, très fort en ce moment pour, mettre The Authority dans le même univers que les personnages de DC, alors qu'évidemment au début quand, Stormwatch et The Authority avaient été conçus par Warren Ellis, c'était des univers séparés. Donc là, c'est pas le premier comic dans lequel ils essaient de mettre au forceps ces 2 univers ensemble. Sauf que, bah, cette intrigue d'Authority parle un peu de vampires, pas du tout de l'univers d'ici, et n'est pas du tout connectée à l'intrigue générale. Donc c'est encore une fois fait avec une artificialité, un peu consternante. Et j'ai vraiment enfin, un peu ce qui ressortait aussi de la vie des autres, hein. Sans spoiler, j'ai vraiment rien compris à la fin. Si le but c'était de faire une conclusion, c'est tellement expédié, en reposant sur un retournement de personnage qui est tellement sorti de nulle part, juste pour le plaisir du twist, qu'on l'apprécie pas pleinement parce que ça correspond à rien en termes de psychologie, ça correspond à rien en termes d'arc et ça aboutit à une conclusion qui en fait n'est pas une conclusion. On se demande à la rigueur si c'est pas une arnaque pour nous cacher un DC Vampires tome 4 ou Résistance ou que sais-je par la suite parce que vraiment c'est pas du tout convaincant ni dans un sens ni dans l'autre. Donc vraiment je ne comprends pas cette fin, à part encore une fois si c'est juste une hypocrisie marketing, alors même qu'on nous avait promis que c'était la conclusion de Vampire et qu'effectivement je crois pas qu'aux États-Unis, quoi que ce soit d'autre ait été soit sorti ou été annoncé. Donc ouais, si tout ça vraiment on a constamment cette impression de tout ça pour ça, parce que c'était déjà les 2 premiers tomes étaient vraiment très faibles. Mais là vraiment si le seul endroit où ils voulaient en arriver, c'est ça, bah, vraiment, brûler tout de suite les volumes, enfin, c'est même pas la peine d'achever votre lecture, c'est vraiment nul, vraiment. Bon, Siegfried, tu aurais pu conclure un peu mieux pour pouvoir vendre les volumes de Benoît. Tu... Un petit Morgane, effort, s'il vous plaît, un petit effort. toi qui lis en VO, est-ce que tu as Alors, il va y avoir une suite, hein, ça a été annoncé, ça va s'appeler, alors en anglais c'est World War V, du coup, qui va être du coup la suite de tous ces arcs-là, donc il va reprendre le DC versus Vampires, mais qui reprend aussi le tome du coup Killers, Hunters et aussi du coup le All at War, du coup qui est la fameuse partie qui est un peu dessinée bizarrement et qui est très brouillon, hein, je suis absolument d'accord là-dessus. Moi je les ai lus, on va dire, d'affilée, c'est-à-dire j'ai lu tous les DC Vampires d'un coup et tous les All at War d'un coup, on va dire d'affilée. Je vais pas vous mentir, c'était dur même de suivre, même quand on lit que ça. C'est-à-dire même quand on essaie de suivre juste le défilé, c'était brouillon, ça partait dans tous les sens et le dessin est illisible. Donc je suis d'accord sur le choix de couleur qui est quand même très particulier. Mais oui, ils ont prévu une suite à ça, mais du coup qui regroupe tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans cet univers et du coup qui sera la suite. Du coup, mais je crois que c'est prévu en anglais en tout cas. En 2024, je crois que c'est deuxième trimestre 2024 en anglais en tout cas. Donc d'ici que ça arrive en France, ça sera peut-être l'année prochaine. Ouais, on en a pour au moins un an encore. Donc notons que d'écrire ça comme une série complète en 3 tomes comme Urban le fait au dos, ben, c'est juste un mensonge de plus. Parce qu'effectivement, quand on arrive à la fin, on se doute que c'est pas une conclusion.
Enfin, comme je l'ai dit, Ah si non. c'est une conclusion, c'est vraiment complètement raté. Donc c'est manifestement que les auteurs avaient tout à fait prévu de faire une suite et donc ça sert à rien de présenter ça comme une série complètement 3 tomes, alors qu'en lisant les 3 tomes, en fait, on lit juste une introduction à autre chose qui va paraître plus tard. Bon, ben, encore un mensonge marketing de plus. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le twist à la fin qui est en effet bâclé parce que ça arrive quand même très rapidement. C'est d'un coup, il y a tout ça qui se passe. On n'a même pas eu le temps de l'assimiler et c'est fini, entre guillemets. C'est un peu particulier comme c'est fait là-dessus. Ouais, surtout, c'est un personnage. Je vais essayer de pas spoiler, mais ça arrive par un personnage auquel on ne s'attend pas à ce genre de retournement de situation. Voilà, et je trouve ça pas crédible de la part de ce personnage et pour plein d'autres choses, hein, mais du coup, moi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu parce que vous savez que j'ai toujours du retard sur mes lectures. Et je voulais faire une blague du coup sans perso, mais j'ai peur de tomber sur le banc, donc je préfère rien dire. tu sais, là, tu vas faire une blague, tu tombes sur le banc, t'as bousillé le truc, donc bon, je ne dirai rien. bah, d'habitude, on dit à la fin c'est Nightwing, mais bon, bah là, c'était déjà dans le premier tome, donc bon, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ok, très bien, messieurs. Je vous propose qu'on enchaîne avec une autre lecture. Vous l'avez compris, DC Vampires, ça se conclut, mais c'était toujours pas le top du top, en tout cas pour nos lecteurs et donc nos critiques. Je vous propose d'enchaîner tout de suite et je vais donner la parole à Siegfried pour nous parler de Harley Quinn Infinite, tome 4. Alors, est-ce que c'était bien Je sais que cette série est plutôt appréciée dans nos podcasts. Donc, Siegfried, qu'as-tu pensé de ce 4e tome? Alors, comme vous en souvenez peut-être, Alexandra et moi avions été très enthousiastes sur les 2 premiers tomes, un tout petit peu moins sur le 3e, mais vraiment Tout c'était une à très fait. agréable surprise parce que sur les runs Harley Quinn, on vient quand même de loin. Enfin, on avait eu des choses qui étaient assez consternantes dans le passé, donc c'était extrêmement rafraîchissant d'avoir ça en même temps que les Disons que ce apparitions n'était de pas à notre goût. oui, enfin globalement, ça avait été assez décrié. Le seul Oui, c'est défaut, vrai. c'est que, la fraîcheur de ces Harley Quinn Infinite était aussi un peu redondante avec les comics issus de la série animée Harley Quinn qui, même s'ils étaient un peu plus vulgaires, un peu plus directs, bon, bah, reprenaient quand même aussi un peu cette fraîcheur un peu déjantée liée au personnage de Harley Quinn. Enfin, on avait 2 très bonnes séries Harley Quinn parallèles. Malheureusement, cet Harley Quinn Infinite tome 4 est clairement moins bon. Je sais pas si c'est juste que je me lasse parce que ça tire sur la même corde ou s'il est objectivement moins j'ai l'impression qu'il est objectivement moins bon que le reste parce qu'on retrouve pas du tout, toute la fraîcheur de la galerie de personnages qui avait été créée dans les tomes précédents et qui faisait quand même partie du plaisir. Voir Harley Quinn interagir avec une nouvelle galerie et de façon aussi fraîche, aussi inventive, aussi dynamique, c'était, assez rafraîchissant. Alors que là, ça tente davantage de raconter des histoires et des histoires auxquelles on s'intéresse pas du tout, voire un peu foirées. Donc, ce Harley Quinn Infinite se divise en 2 runs, enfin en 2 arcs différents. Déjà, il faut savoir que Riley Rossmo est parti et il est remplacé par plein de monde. Dans le premier arc, il est remplacé par George Duarte et c'est franchement plutôt moche. Donc, passer de Rossmo à ça fait un peu mal. On sent que Rossmo est parti un peu à la va-vite et qu'ils n'ont pas eu le temps de bien préparer le remplacement parce que vraiment c'est pas ça. Avec une intrigue un peu bizarre à base de, Luke Fox, qu'on n'a pas revu depuis une éternité dans DC, donc je comprends pas pourquoi Luke Fox revient dans Harley Quinn Infinite plutôt que de revenir dans la continuité Batman. Enfin, c'est vraiment étonnant. Donc il réunit une équipe de super vilains, dont Harley Quinn, pour aller dans l'espace et pour, heu, résoudre une menace alien sur la Lune. Parce que vous comprenez, la Justice League a disparu, les Titans sont trop occupés, donc bah, il faut appeler des super vilains. Oui, bon, ça s'appelle la Suicide Squad en fait. On comprend pas trop quel est le plan et comme si dans le monde de DC avec ces milliers de super-héros, on avait forcément besoin d'aller recourir à une dizaine de super vilains, pas du tout fiables et puis que Luke Fox aille faire appel à des super vilains qui sont pas du tout fiables, dont Bron Steiger par exemple, enfin pour résoudre un problème, sauver le monde, enfin, c'est vraiment un peu étrange. D'ailleurs, Luke Fox revient, mais on sait toujours pas ce que devient Jace Fox. Enfin voilà, c'est des personnages qu'on n'a pas revus depuis si longtemps que, là, c'est à la limite le plus intéressant de cet arc, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de Luke Fox et c'est presque étonnant en fait de se dire que, bah, on a tout un arc de Harley Quinn Infinite et le plus intéressant, c'est le retour d'un personnage qui était Batwing, qu'on ne revoit pas dans Quantité Batman et qui, là, est le seul à connaître un peu développement, à être un peu intriguant parce que Harley Quinn elle-même est complètement fade, ses interactions avec le reste de sa pseudo Suicide Squad sont complètement inintéressants et ça confirme aussi que Infinite n'a vraiment aucune architecture globale. Parce que si vraiment ça avait été une stratégie éditoriale de faire revenir Luke Fox dans Harley Quinn Infinite, bah, on l'aurait un peu teasé dans les séries Batman aussi. Enfin, c'est étonnant quand même, vous admettrez d'avoir tellement mis en exergue Jace Fox dans les Future State, mais qu'il n'existe plus. Là, on a Luke Fox qui revient avec un peu de Lucius Fox,
mais dans Harley Quinn Infinite, sans qu'il en soit du tout question dans les Batman Infinite ou dans les Detective Comics Infinite. Enfin, vraiment, il y a un manque de cohésion éditoriale qui vraiment surprend et qui fait que voilà, l'accent est porté sur des personnages sur lesquels ça ne devrait pas porter, parce que c'est quand même de Harley Quinn dont on attend un peu d'intérêt dans Peut-être. ces séries, et c'est pas du tout là que ça vient. Bon, il y a plein d'intrigues complètement délirantes. Tout le premier fascicule, c'est une bagarre entre Harley Quinn et ses super vilains, pour qu'on découvre à la fin du fascicule qu'en fait les super vilains étaient juste venus la recruter pour Luke Fox, donc c'est juste un malentendu. Tout le deuxième fascicule, c'est que leur vaisseau qui va vers la Lune est poursuivi par un missile. En fait, le missile a été envoyé par le gouvernement parce que Luke Fox apparemment n'a pas envoyé le vaisseau dans l'espace sans s'assurer que le gouvernement ne se méfierait pas de cet ovni et ne balancerait pas un missile. Enfin voilà, c'est juste des quiproquos qui font une intrigue parce qu'il n'y a rien à raconter dans l'intrigue elle-même. Donc c'est vraiment voilà, c'est juste moche. Il y a de gros problèmes de lisibilité, dynamisme dans les combats qui vraiment ressemblent pas à grand chose. Les arrière-plans sont très souvent sacrifiés juste pour gagner du temps. Hein. C'est pas du tout un effet esthétique, c'est vraiment juste du cheap. Tout ça pour aboutir à une histoire de zombie quelconque, parce que le but d'un alien, c'est que l'alien, il peut forcément, il peut rentrer dans la peau des gens, et du coup, voilà, c'est encore une histoire, comme les vampires. C'est vraiment le truc le plus écuyer du monde dans l'histoire de comics. C'est tiens, tel personnage gentil devient méchant. Bah oui, quand c'est pas l'hypnose, c'est une invasion alien ou c'est des vampires ou que sais-je. Là, c'est exactement pareil. Donc ça fait juste, voilà, il faut vaincre quelques zombies sans personnalité. Dans du Harley Quinn, vraiment, si c'est tout ce que vous attendiez de Harley, tout ce que je vous ai raconté, vous pouvez vous abstenir. La seconde intrigue, heureusement, est mieux parce que Harley Quinn meurt. Et évidemment, elle est ressuscitée, genre 5 pages après. Mais apparemment, c'est quand même un plutôt gros truc qui a affecté plusieurs personnages. Il y a toute une secte qui se constitue autour d'Harley parce que voilà, c'est une vilaine qui est morte et ressuscitée. C'est trop tendance. C'est mieux dessiné, c'est dessiné par Matteo Lolli et David Baldeón, que je ne connaissais pas, mais qui font vraiment du bien meilleur job que George Duarte, même si c'est pas au niveau de Riley Rossmo, ça n'a pas la même fraîcheur. Mais enfin voilà, au moins il y a cette intrigue qui est un petit peu plus vivante, et ça implique. Je vais pas essayer de pas trop spoiler, mais en même temps, la première intrigue est tellement nulle que vous pourriez lâcher le volume, alors que la deuxième intrigue, on veut voir un peu plus le coup, donc je vais quand même vous dire un peu ce qui s'y passe, parce que sinon c'est un peu dommage. Mais il y a Vas-y, mollo quand même. Il y a une arrivée d'autres Harley Quinn qui viennent d'univers alternatifs, et notamment d'une Harley Quinn qui rit. Donc c'est presque étonnant de reléguer ça en deuxième partie d'un volume, d'autant qu'évidemment, du coup, ça n'apparaît pas sur la couverture, ça n'apparaît pas sur le quatrième de couverture, donc c'est un truc dont vous ne vous doutez pas, vous dites juste, c'est la suite d'Harley Quinn Infinite, j'avais pas trop aimé le 3 et qu'une raison que le 4 m'intéresse, alors que ça pourrait être c'est sans doute la plus grosse intrigue liée à Harley Quinn depuis des années, en continuité en tout cas. Vous imaginez un peu une Harley Quinn qui rit, qui vient d'un univers alternatif pour tuer notre Harley Quinn, et dans une intrigue qui mêle donc d'autres Harley Quinn, d'autres univers alternatifs. Forcément, c'est un truc qui a quand même qui devrait en tout cas avoir un peu de gueule ou un peu d'enjeu, parce que c'est pas anodin de voir comment Harley Quinn interagit avec une Harley Quinn qui rit, sachant que Harley Quinn est déjà supposée être un personnage un peu chaotique. Donc comment est-ce qu'elle interagit avec d'autres personnages chaotiques? Il y a une vieille Harley Quinn aussi. Enfin, comment le personnage anarchique par excellence va interagir avec d'autres personnages anarchiques? Dans les faits, c'est quand même très sous-exploité. Ça, c'est assez malheureux d'avoir quelque chose qui devrait prendre autant d'ampleur et qui en fait est géré exactement aussi longtemps que la première intrigue, c'est-à-dire sur 4 ou 5 fascicules qui sont pas du tout assez pour déployer une intrigue aussi, quand même aussi prometteuse que ça le paraît. Enfin, si je vous dis une intrigue de Harley Quinn qui rit et de Harley Quinn alternatif dans les Harley Quinn Infinite écrit par Stephanie Phillips, quand vous avez lu les 2 premiers tomes, vous dites ah ouais, ça promet vraiment du lourd. Et dans les faits, ça l'est pas du tout. Même Kevin, qui était la grande invention quand même de cet arc, et devient juste un personnage moralisateur un peu lourd, qui n'a plus aucune interaction, un peu chaleureuse, un peu intéressante, un peu amusante, un peu humaine avec Harley. Donc c'est vraiment triste. Ça reste bien meilleur parce qu'encore une fois, c'est bien mieux dessiné, et surtout, il y a au moins une volonté de raconter quelque chose d'intéressant qui manquait complètement dans la première partie, mais c'est quand même pas du tout à la hauteur de tout ce qu'on pouvait espérer en termes de fraîcheur de la part des 2 premiers volumes. Donc je pense qu'on a un peu perdu, malheureusement, Harley Quinn Infinite. Ça reste qu'on recommanderait pas moins les 2 premiers volumes, parce que la continuité, on s'en fiche. C'est vraiment une succession d'histoires, et les histoires des 2 premiers volumes étaient chouettes. Du troisième aussi un peu. Autant là, c'est vraiment juste dommage. On sent que les auteuristes impliqués n'ont vraiment plus grand-chose à faire, et qu'on continue un peu parce que ça marche, mais que ça touche de plus en plus à la fin. C'est vrai, c'est une série qui est moribonde. Après cette longue introduction et présentation d'Harley Quinn Infinite Tome 4, du coup, Morgane, est-ce que tu veux réagir justement sur les propos de Siegfried? Tu es un peu du même avis ou tu as un avis différent? Alors, je suis assez du même avis. Alors, c'est vrai que le premier arc narratif est franchement bateau. Moi, personnellement, je l'ai un peu lu en travers parce que, honnêtement, on va pas se mentir, on se fait chier, quoi. Hein. Je trouve que c'était assez
assez bateau. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit parce que c'était très complet, mais je suis absolument de ton avis. Le deuxième arc, j'ai trouvé aussi pareil sur le moment quand il y a eu certaines révélations, on va dire, du coup, comme tu disais, avec la Harley Quinn, Kiri, tout ça, j'étais en mode oh, ça va envoyer du lourd, ça va être vraiment un truc génial. Et j'ai envie de dire, ça partait bien, il y avait des trucs, et puis tu restes sur ta faim, quoi. Vraiment, tu restes sur ta faim, il y aurait pu avoir tellement de choses de plus qui auraient pu être faites. Et puis je trouve que la clôture de cet arc est vraiment une facilité narrative énorme. Ils ont vraiment, pareil, bâclé toute la fin, alors que ça aurait pu être vraiment quelque chose de vraiment très chouette. Et ouais, pareil, c'est passé d'un waouh à un flop un peu derrière parce que justement, tu t'es tellement buildé cette espérance avec ces personnages qui arrivent que finalement, le soufflet retombe quoi, un peu derrière. Et bah ouais, tu restes sur ta fin à la fin de ce tome, je trouve. Ok. Benoît, tu veux rajouter quelque chose sur ce Harley Quinn? Bah après, j'avais pas lu les tomes précédents, donc je l'ai survolé, honnêtement. Ouais. Je me suis juste un petit peu attardé lorsqu'il y a la Harley qui rit. Ah, ça vous a vraiment fait de l'effet, hein, cette Harley Quinn. Bah, bon, c'est pas la vache, mais Ah bah bravo! Oh là là. J'avoue que j'y ai pensé, j'ai pas osé la faire, mais bon, voilà, au moins c'est fait. on fait ce qu'on peut, hein. Fais ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Mais Faudrait que je prévoie un petit son pour ce genre de mais choses. bon, Mais voilà, j'ai survolé la deuxième partie et j'ai pas vu quelque chose qui m'a vraiment donné envie de vraiment m'y plonger et de lire chaque bulle. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. OK. Non, mais tu as tout à fait le droit. Tu as tout à fait le droit. Puis surtout, je pense que l'avis est à peu près similaire, hein. On a vu que Siegfried et Morgan se retrouvaient dans le résultat de ce tome 4 de Harley Quinn. Donc, bon, on est à peu près sur les mêmes avis. Vous l'aurez compris, c'était un petit mois, le mois de décembre, mais ça nous a peut-être permis de passer des fêtes tranquilles avec notre famille et nos proches. Et puis bon, on va se retrouvera certainement pour un autre podcast le mois prochain qui sera certainement beaucoup plus complet. Il y a beaucoup plus de sorties en janvier et en février, par exemple. Donc, ça va revenir sur des rythmes plus complets. Bon, pour rien cacher à nos auditeurs, on se retrouve pour un prochain podcast qui sera dédié à nos attentes de 2024. Et il se peut que vous retrouviez le même invité. Voilà. Je vous l'annonce, parce que ces deux podcasts ne vont pas sortir en même temps, mais on les aura enregistrés en même temps, les amis. Voilà. Vous savez tout sur le backstage de Batman Legend. Merci Benoît, merci Siegfried, merci Morgan pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés sur YouTube pour ce premier podcast de l'année. Encore une fois, bonne année à tous et n'hésitez pas à donner vous aussi vos avis sur les deux récits qui ont été au centre du sujet de ce podcast, que ce soit sur Batman Legend, sur nos réseaux sociaux, vous avez l'habitude. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao. Bonne année, à bientôt. Au revoir.